Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle troisième mi-temps. Le Stade Toulousain s'est imposé ce soir 35-27 face à La Rochelle. Avec moi en plateau ce soir pour m'accompagner dans cette émission, Loïc Bessière et Yanis Guillou. Bonsoir messieurs. Salut les gars. Salut. Écoutez, vous connaissez désormais le chemin de cette émission. On va débuter avec le match de la soirée, Toulouse-La Rochelle. Les Toulousains se sont imposés à Ernest Vallon 35-27. Toulouse au forceps, à une du midi olympique. Voilà, pour résumer un petit peu la physionomie de cette rencontre. Messieurs, je vais me tourner dès maintenant vers vous pour parler de cette rencontre. Yanis, qu'est-ce que tu as pensé du match des Rochelais d'abord, qui ont montré un engagement assez plaisant? Toulouse a répondu et s'est imposé finalement. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur cette rencontre? Ouais, match globalement assez plaisant entre deux équipes quand même qui ont envoyé et du jeu et des intentions quand même physiques avec pas mal d'accrochages qui nous ont rappelé la dernière demi-finale du top 14 au Matmut Atlantique. Alors c'était un match assez particulier puisque Toulouse a beaucoup dominé les 20 premières minutes et La Rochelle, contre le cours du jeu, a marqué en premier. Après, Toulouse a quand même eu le match en main avant de voir La Rochelle revenir encore une fois. Non, pour La Rochelle, ça veut dire vraiment beaucoup de choses. Alors bon, il y a 0 point au final, mais beaucoup de résilience, beaucoup de bonnes choses qui ont été vues, comme on va peut-être l'évoquer plus tard, cette paire de centres avec ce pari réussi Teddy Thomas. Devant les changements, je trouve le panache de René Ogara de faire ces changements à la mi-temps, 6 changements quand même, ça fait beaucoup, ont payé puisque les hommes Rochelais de la deuxième mi-temps ont été beaucoup plus conquérants que ceux de la première mi-temps qui ont été largement pénalisés, mais j'en viens à ces pénalités qui ont fait perdre le match à La Rochelle, tout simplement une indiscipline tout simplement abominable face à Toulouse. C'est juste pas possible de pouvoir espérer la victoire, donc c'est ça qui les fait perdre à mon avis, alors qu'ils avaient su faire le dos rond quoi. Loïc, pareil. J'ai été long là. Non, on est là pour discuter. De toute manière, il n'y a pas de timing à respecter. Loïc, tu es assez d'accord sur la physionomie du match? Toulouse s'est fait un peu bousculer, mais s'en sort finalement. C'est ça, surtout quand on voit le début de match où Toulouse a beaucoup le ballon, le premier quart d'heure a quasiment 75% de possession. On se dit, bon ok, ce match, on l'a déjà vu, Toulouse, voilà, ça marque à gauche, à droite, ils prennent vite de l'avance. Et au final, non, ils sont entêtés à aller en touche, à jouer à la main des pénalités, plutôt que peut-être de prendre les points comme ils ont pu le faire, par exemple, la semaine dernière à Vannes, où Thomas Ramos avait pris les points. Là, ils ont voulu marquer direct, sûrement pour marquer ces Rochelais d'entrée, mais ça n'a pas marché. Ils ont fait preuve d'un manque de réalisme plutôt inhabituel avec Toulouse. J'ai souvenir de cette passe de Graou direct en touche, celle de Cross direct en touche, peut-être en hommage à Damien Penaud. Mais en tout cas, c'est vrai qu'on pensait que Toulouse allait vite prendre les devants, mais au final, c'est pas du tout ce qui s'est passé. Et comme l'a dit Yanis, les Rochelais ont toujours su rester dans le match, même à repasser devant, alors que sur le premier quart d'heure, on pouvait penser que Toulouse allait largement gagner. Donc, et ça nous a offert une belle bataille. Là où je te rejoins, c'est qu'il parlait de choix des pénalités, aller en pénal touche et tout. Alors, ils ont hésité un moment, et ce qui prouve aussi qu'ils ont eu un doute à un moment dans le match, dans leur tête, entre qu'est-ce qu'on fait, La Rochelle est en train de revenir, est-ce qu'on renie nos principes de jeu qui étaient d'aller en touche, ils ont fait des fun depuis déjà plusieurs saisons, ou est-ce qu'on prend les points? Et ils ont pas mal hésité, ils ont même alterné au final. Ramos, alors qu'ils sont 2 points devant, décide de prendre les points. Après l'action suivante, alors qu'ils sont menés, ils vont en touche. C'est un peu bizarre. Ils font quelques séquences proches de la ligne avant de finalement reprendre les points. Parce que Ramos le demande et il dit ça montre une sorte de panique générale pas habituelle, et le fait que les Toulousains n'ont pas eu véritablement le match en main, en maîtrise totale. Et s'ils n'ont pas eu le match en maîtrise totale, ou du moins en maîtrise globale dans cette rencontre, c'est aussi, tu en as parlé tout à l'heure, de cette paire de centres Teddy Thomas. Alors c'était une innovation de Ronan O'Gara de mettre Teddy Thomas en 13. Ça pouvait laisser en proie au doute, notamment sur le secteur défensif, qui est souvent le point faible ciblé de Teddy Thomas. On a peut-être pu le voir à certaines séquences, mais on a surtout vu que c'était un attaquant redoutable, et il l'a montré sur plusieurs séquences, même à la fin quand il se claque à l'adducteur, où c'est lui qui allait encore initier cette nouvelle attaque. Qu'est-ce que vous avez pensé, messieurs, Yanis, notamment de cette paire de centres Teddy Thomas inédite? Alors, à ma connaissance. Oui, on a tous fait les gros yeux quand on a vu Teddy Thomas en numéro 13 sur la composition d'équipe. Alors oui, Teddy Thomas, c'est pas le défenseur du siècle, c'est pas Pita Aki. Voilà, c'est un profil totalement différent de Pita Aki. D'ailleurs, il a subi en défense quand
il y avait des attaques sur lui ciblées, comme sur l'essai de Pitaki justement, où vraiment c'était ciblé, on va péter sur lui et on va pas chercher à le déborder ou quoi, puisque Tei Thomas a quand même de la vitesse. Et après, il y en a un qui est 12 et l'autre qui est 13. Oui, non, bien sûr. Mais Tei Thomas, il sait défendre comme un 13. Oui. C'est-à-dire défendre en glissant, en utilisant sa vitesse. Et d'ailleurs, il a 9 plaquages, je crois, 9 ou 10 sur ce match, ce qui montre qu'il sait défendre. Alors oui, c'est plus compliqué niveau physique. En attaque, forcément, les deux ont déclenché à chaque fois tout ce qui était offensif Rocheless qui sont allés au bout, c'était eux, notamment d'abord Seteny pour attaquer le rideau, casser la ligne, et Tei Thomas en finisseur fantastique. Et d'ailleurs, ça montre que tu n'as pas besoin forcément d'être ailier pour avoir besoin de ce côté finisseur, et de plus en plus de 13. C'est pour ça aussi qu'il y a beaucoup de joueurs qui alternent 13 et 14. Beaucoup de 13 ont cette vitesse, même Seteny, il a été à une époque, pour aller finir. Il est 13 même. Puisque là, les 2 fois, Tei Thomas, ça a été beaucoup plus un finisseur qu'au final un déclencheur. Il a reçu le. Donc c'est pour ça que les deux se comportaient bien à l'attaque et étaient en parfaite complémentarité, puisque tu avais Seteny qui attaquait la ligne, qui créait des décalages et qui décalait après Tei Thomas, qui avec l'espace est inarrêtable. Et donc c'est là le pari de Ranagara, où le pari de Ranagara était bon, mais bon, il y a le côté défensif. Certains diront peut-être dans le chat que Tei Thomas est un mauvais défenseur. Moi, je trouve qu'il n'a pas forcément plus mal défendu que Seteny ce soir. Est-ce que, Loïc, tu penses que cette association mérite d'être revue, peut-être dans d'autres matchs, peut-être moins affiche, entre guillemets, contre des cadors comme Toulouse? Est-ce que tu aimerais revoir cette paire de centres? Ah oui, tout à fait. Et même celle que j'ai bien mis de voir, c'est Danty-Thomas. Dans le sens où Danty peut créer des brèches et Tei Thomas venir un peu comme il a fait avec Seteny, venir vraiment en hauteur et derrière à accélérer. Tei Thomas, même quand il était lié, on l'avait déjà vu au cœur du jeu. J'ai souvenir d'un essai, un France-Italie en 2021, je crois, où il vient au cœur du jeu justement chercher ce ballon et derrière ça permet de mettre tout le monde à l'avancée parce qu'il va très vite, donc quand il a un ballon vite on est déstabilisé. C'est ce qui s'est passé ce soir. Et surtout moi je trouvais ça, c'est vrai comme l'a dit Yanis, c'était un pari osé, on a tous été surpris de voir ça. Mais surtout sur un tel match en fait. C'est là où il a raison, Tristan, c'est que tu t'attends à ce que ce soit testé, ça ne choque pas non plus de ouf, mais que ce soit testé contre Toulouse sur un match aussi important, un choc comme ça. C'est vrai que c'est plutôt déstabilisant. Après, est-ce qu'ils avaient vraiment le choix en termes d'effectifs? Danty, il y a Jules Favre sur le banc. Il y avait Jules Favre qui pouvait jouer. Parce que Danty, oui, est commotionné par rapport à ce qu'il a fait un vrai choix tactique, avec Olivon la semaine dernière, mais là, c'était un choix tactique. Ouais. Surtout, c'est vrai que l'an dernier, on a très souvent vu Jack Noël au centre. Très souvent, Jack Noël a été insipide au possible. Et là, je trouve que Thomas apporte quelque chose qu'il n'y a pas dans ce jeu Rochelet, qu'on l'a vu ce soir. Des fois, au moment d'écarter, ça manque de vitesse, ça manque de précision. Même s'il s'est malheureusement blessé à la fin. Oui, ça c'est vraiment dommage. Encore sur une nouvelle percée, où là, on voit qu'il fait mal. Il arrive avec sa vitesse, il fait très mal. Et c'est vrai qu'on ne va pas céder à la culture de loin. Il a fait un bon match, il faudrait qu'il va sur la durée. Mais pourquoi pas une Sofiane Guitoun qui avait relancé sa carrière en venant au centre avec Toulouse. Mais tu vois, c'est là où je te disais aussi les choix d'Ogara, le panache d'Ogara de faire rentrer 6 joueurs à la mi-temps. Je trouve qu'il assume ses choix à fond et que là, La Rochelle, on va pas se le cacher, depuis un an, c'est pas Byzance derrière. Ça écarte pas forcément bien les ballons, ça utilise très mal le jeu au large. Et là, il se dit, j'ai quoi comme atout? Qu'est-ce que je peux changer dans mon jeu en sachant que son effectif n'a pas été renouvelé? Le seul changement qu'il y a eu, c'est l'arrivée de Kane Douglas devant. Dédicace à Théophile Harley. Running gag dans le kick-off. Ah ouais. Et donc du coup, qu'est-ce que je fais de tous mes types? Comment j'arrange ma formation pour amener un vent de fraîcheur, c'est ça. Et c'est là où Tei Thomas est hyper intéressant parce que, comme tu l'as dit, par rapport à Noël l'année dernière, il apporte beaucoup plus de vitesse et d'incertitude sur la défense. C'est vrai que nous, on se met à notre place d'observateur, on se dit Tei Thomas, qu'est-ce que ça va donner? Mais je pense que les défenseurs toulousains, c'est pareil. Barassi, qu'est-ce qu'il s'est dit? Comment je vais défendre sur Tei Thomas, puisque c'est un mec qui n'a pas eu tout l'habitude de défendre à son poste. On l'a vu que ça a été très dur pour les Toulousains de défendre sur ça. Et puis surtout, il va beaucoup plus vite que Pitaki par exemple, qui était plus en 12, mais même qui va beaucoup plus vite que Barassi aussi, qui a manqué plusieurs plaquages sur ce match. Alors je ne sais pas si c'est face à Teddy Thomas ou pas, mais même si je ne sais pas, sur les 2 essais de Thomas qui ont été créés par Seteny, les 2 centres toulousains ne sont pas connectés. À chaque fois, il y a des gros au milieu, et donc du coup, le premier c'est Brennan qui se fait avoir, le deuxième j'ai plus la. Après Brennan, il se fait avoir sur un step de Seteny, c'est dur de le blâmer. Toujours est-il qu'il est entre les 2 centres et que au final après, je crois que c'est, si je veux pas te dire de bêtises, je crois que c'est Ntamak qui est extérieur de Brennan, et donc du coup les deux sont aspirés, sont pris, et Thomas avec sa vitesse il les déborde et
et il va marquer après en déposant Ramos. Mais au-delà du talent individuel pur de Teddy Thomas qu'on connaît tous, qu'on a déjà tous loué, je trouve que c'est la connexion entre les deux qui est bluffante ce soir. Ils l'ont fait à 3 reprises contre une défense comme Toulouse qui est quand même pas réputée pour être une passoire. Ils ont réussi à 2,5 avec la dernière de Thomas à trouver cette connexion Chistera ou passe classique avec une percée et presque un essai au bout à chaque fois. Donc c'est cette connexion-là qui demande à être revue. Dans le chat, on dit Thomas, son problème sera la défense comme toujours, ce que tu disais. Oui, mais alors ça dépend face à quel profil tu le mets. Si tu le mets face à Barassi, pour moi, Thomas il peut défendre face à Barassi sans problème. Que ce soit sur des. Surtout. Toi, tu parles des profils puissants. Quoi. Ouais, surtout avec un jeu à la toulousaine où ça écarte beaucoup les ballons. En général, là, t'as Pita Haki, mais t'as très peu de points de fixation au centre, ou en tout cas, ou alors ils sont rapides. Sur du glissé, encore une fois, dans le désordre, Thomas il peut défendre. Mais c'est vrai que si tu lui mets un Tuisova dessus ou je ne sais quel autre ailier hyper puissant qui peut être en 13 ou en 12 et qui va péter sur lui, oui, ça va être plus compliqué là. Pour terminer sur cette séquence, il y a une remarque de Toulkas qui dit Toulouse aurait dû tuer le match en première mi-temps, gros manque d'efficacité. Est-ce que c'est quelque chose qui vous a marqué aussi et on n'a pas forcément l'habitude de voir ça de la part de Toulouse, Loïc? Oui, c'est ce que je dis, sur ce premier quart d'heure, on s'attendait à les voir marquer un essai, 2 essais, mais au final pas du tout. Après, il faut souligner aussi La Rochelle qui s'envoie sacrément en défense, hein. C'est pas une surprise, on les connaît, mais oui, c'est vrai que ce soir, c'est peut-être pas le Toulouse le plus efficace qu'on ait vu. Ils ont eu des périodes de domination stérile et c'est vrai qu'on n'est pas habitué à ça de leur part. On va rester sur ce match et on va conclure sur ce match avec une autre individualité. On voulait en parler parce que ça change un peu de ne pas parler d'Antoine Dupont au Stade Toulousain, ni de Paul Graou. Du coup, pour le coup, c'est Saito, le demi-de-mêlée japonais, qui a fait une entrée remarquée. Franchement, il s'est mué dans le collectif d'une manière assez impressionnante. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Qu'est-ce que tu en as pensé, toi, Yanis? C'est vrai qu'il amène beaucoup de vitesse. Il a un profil qui correspond assez bien au style de jeu du Stade Toulousain. Alors, il n'est pas du tout physique. Il a essayé de déblayer Skelton, ça n'a pas trop marché. Mais il amène beaucoup de vitesse et intéressant dans le jeu. Après, faut se dire, comme on disait à la rédac, que c'est pas non plus n'importe qui. Il est quand même numéro 9 du Japon. Il a fait la Coupe du Monde. Il a quand même une certaine expérience. C'est juste... marrant de le voir à Toulouse à un poste qui est pris par Antoine Dupont et voilà, il n'y a pas de débat, de voir que même leur troisième neuf, il sait être bon et il sait se fondre au milieu du collectif toulousain. Et d'ailleurs ça en dit long, je pense, sur le recrutement de Toulouse et comment ils ciblent les mecs. Je trouve ça fou qu'à chaque fois qu'ils ciblent un mec, ils se font parfaitement dans le collectif, quoi. Oui, après, je sais pas comment ils l'ont recruté, mais Toulouse, c'est quand même pas un club qui est réputé pour faire du social. C'est-à-dire qu'ils savaient très bien, le faisant signer, que c'était un mec qui collait à leur profil, qui avait le niveau aussi, parce que c'est vrai que le championnat japonais, le top 14, c'est pas la même intensité, pas la même vitesse. Mais visuellement, il va bien. On l'a vu en fin de match, quand Toulouse a attaqué, était dans les 22 Rochelet, il colle vraiment au ballon. Il colle, il a très beau 50-22. Très belle vision de jeu, parce que c'est très rare, les neufs quand même qui, derrière leur ruck, tapent. Il fait un 50-22, il a vu que c'était délaissé, donc c'est bravo à lui pour ça. Et puis surtout, ce qui est drôle, c'est que cet homme a joué donc avec Romain Tamac, et au Japon, il a été neuf avec Mackenzie et avec Boden Barrett en 10. Et voilà, mais donc il a l'habitude de jouer avec les grands 10. C'est pour dire que c'est pas n'importe qui, même si le championnat japonais, c'est évidemment pas le championnat français, ni dans sa philosophie de jeu, ni dans son niveau. Même si, au final, je pense que l'équipe qui se rapproche le plus d'une équipe au Japon de Ligue 1, ça doit être Toulouse au niveau du style de jeu. Mais bon, c'est une bonne surprise. C'est pas mal. 3-9 de ce niveau quand même à Toulouse, c'est quand même fort. Et tu as été notre envoyé spécial au Japon. Donc tu as déjà vu des matchs au Japon, donc tu en parles en connaisseur. Je l'ai pas vu lui jouer. Après, je t'avoue qu'au Japon, ça joue pas mal au ralenti quand même par rapport en France. Oui, mais c'est pour ça. Vous parlez de Boden Barrett et Mackenzie. Moi, j'ai vu anecdote Japon. J'ai vu un duel Richie Mwanga avec Bernard Follet. Ah oui. Les deux jouaient en marchant. Là, oui. Et des mecs du style de Saito, d'ailleurs, t'en as vraiment beaucoup. Style de jeu rapide. Le style de jeu rapide, pas un énorme physique. Des mecs pas du tout bodybuildés, mais qui tout le temps mettent du jeu, multiplient les allers-retours. C'est vraiment un style de jeu. De toute façon, ils assument s'inspirer du Super Rugby. Ouais. Oui, mais de toute manière, on a vu que le Japon, quand même, globalement, la sélection avait quand même progressé très très largement ces dernières années et était un prétendant large au tiers 2
voire potentiel tier 1 dans les années à venir. Tu vois, justement, ce que tu dis, le championnat est lent, donc c'est fort qu'ils se mettent vite à sortir le ballon en top 14. Ça va en fait, c'est pas lent dans le jeu, c'est juste les joueurs, je sais pas comment te dire. C'est pas lent dans les attentions, mais voilà, c'est pas. Les stars, les mecs qui sont au-dessus, ils jouent avec le frein à main. Ouais, c'est ça. Merci messieurs pour ce petit point Japon. On va passer tout de suite à l'ovation de la rédac. L'ovation de la rédac, c'est effectivement le réveil de Montpellier. Montpellier qui s'est imposé à Béziers face à Perpignan 26-7. Montpellier qui s'était incliné contre Lyon la semaine dernière, qui s'est réveillé. Thomas Darmon en parlait dans les colonnes. On s'est dit qu'on s'aimait, dans les colonnes de Rugby Rama, pardon. On s'est dit qu'on s'aimait, il fallait se le montrer, l'envie était énorme. Et Montpellier l'a montré, Montpellier s'est réveillé contre l'USAP. Est-ce que Montpellier vous a rassuré, messieurs? Loïc, pour commencer? Déjà, la principale différence sur ces deux matchs, c'est vraiment l'envie. Ça confirme les propos de Thomas Darmon, parce que Montpellier, le principal problème contre Lyon, c'était l'indiscipline. Ils prennent 2 cartons. Quand ils ont des ballons, ils n'arrivent pas à scorer parce qu'indisciplinés. Ils prennent vite des points. C'est une équipe du Loup qui, au final, on voit, arrive à confirmer. Mais en fin de match, à force de courir après le score, ils surjouaient. On sentait que ce n'était pas encore bien précis. Là, ils ont toujours été autant indisciplinés. 17 pénalités. Camara prend un jaune. 17, c'est énorme quand même. Oui, 17. Oui, c'est. Mais Perpignan est à 14, donc ils sont pas très loin. Pour le match. Ouais. Très indiscipliné. Là, c'est du niveau du Brive Nevers qui a eu. Non, là, il y avait des fautes toutes les 2 minutes. Non, là, c'était quand même moins haché que Brive Nevers. Mais par contre, Montpellier, on voit qu'ils sont vraiment envoyés en défense, notamment sur cette séquence en fin de première mi-temps où les Catalans pilonnaient, notamment Tulagi. Ils étaient 2-3 chaque fois sur Tulagi. Ils n'ont pas tenu, ils n'ont pas concédé l'essai. Et derrière, dans le jeu, le fait de ne pas courir après le score, de ne pas avoir un peu à jouer tous les ballons, ils ont été peut-être un jeu plus restrictif que la semaine d'avant. Ils marquent quand même 2 beaux essais, notamment la connexion Vincent, ce petit coup de pied. Il y a une très belle sautée d'ailleurs de Léo Colli vers Tamboué, mais c'était plus simple. Ils ont réussi à prendre les points quand il fallait avec la botte de Domingo Miotti. Et derrière, voilà, un succès construit sur les bases, c'est-à-dire on s'envoie fort. Il y a une indiscipline notamment réglée, mais en tout cas, ils ont été beaucoup plus rassurants. Ils ont fait un beau match. Ils ont ouvert en 2 la mêlée catalane. Les piliers perpignanais, ils ont fini sur le toit, ils voyaient la mer. Depuis le stade de la Méditerranée. Kyrian Brooks, là, sur l'essai de Béconi. C'est Béconi qui marque, je crois, le dernier essai. Il a vu Kyrian Brooks, c'est vraiment littéralement tordre. Donc, vraiment, il est comme ça. C'est un truc de fou. Thierry sort au bout de 22 minutes. Et Deveau se blesse, il sort à 36e, mais la mêlée, les Catalans en grosse difficulté. Mais voilà, ça monte sur ça. Quand manque de confiance, ils n'ont toujours pas digéré la saison dernière, mais ça commence sur quoi? Fort en mêlée, on s'envoie en défense. Un 10 qui enquille les points quand il faut. Il a pris le relais de Léo Colli qui avait manqué 2 coups de pied, je crois. Sachant qu'ils alternaient en fait, en fonction de la distance. C'est ça, et c'est malin. Miotti prenait celle de loin, il avait le vent de dos. Et Miotti aussi qui met un très beau drop. Ouais. Voilà, il faut marquer quand il faut, parce qu'il savait que cette équipe de Perpignan, c'est ce que Benoît Payog me disait mardi, cette équipe de Perpignan, si on la laisse s'enflammer un peu, commencer à développer son jeu, derrière ils sont entraînés, le public catalan, et là tu subis, c'est la furia. Là ils ont réussi à les contenir, et belle victoire. On sait que Montpellier, il y a quand même beaucoup d'individualités stars, entre guillemets. Ils ont réussi à cadrer ça, le staff Johan Codulo notamment, a réussi à cadrer ça, à mettre les fondamentaux avec... on l'a remarqué, de l'envie, une grosse défense. Est-ce que c'est pas là que Montpellier va chercher de la confiance, etc. pour la suite? Peut-être, mais c'est aussi parce que les stars, en fait, se griffent au collectif. Alors, je sais pas comment dire. Se greffent au collectif, oui. Elles peuvent griffer aussi. Elles peuvent se griffer au collectif, mais ça va faire mal. Se greffent au collectif mais tout en gardant leur rôle important. C'est-à-dire, là, tu vois, on parlait de Tamboué et Miotti. Pour moi, c'est les 2 bonhommes qu'il faut ressortir, parce que c'est aussi 2 mecs qui sortent de cette mentalité de la saison dernière, qui est une mentalité un peu de loser. Je suis désolé, c'est la vérité. À un moment, quand tu enchaînes les défaites, c'est que tu es un loser dans ta tête, ou que tu as une mentalité, état d'esprit, t'as une mentalité qui sent la défaite, involontairement, bien sûr. Mais tu vois, ils amènent un autre état d'esprit. Miotti avec son sang-froid face aux perches, Tamboué avec son sang-froid face aux lignes.
Et les deux, pour moi, c'est deux. Genre, toi qui as beaucoup vu le match, pour moi, c'est les deux qu'il faut ressortir de cette victoire contre Montpellier, parce que c'est les deux qui t'amènent ces points décisifs qui manquent à Montpellier à chaque fois, quoi. Oui, après, il n'y a pas que, il y a notamment Lenny Nouchi avec ses 19 plaquages. Oui, Nouchi, mais je suis d'accord Nouchi, c'est un habitué. Nouchi Oui. était déjà l'année dernière. Oui, c'est ça. Mais je suis d'accord que voilà, tu as vu Nipola qui a touché beaucoup de ballons. Bon, on sent qu'il n'est pas encore à 100% physiquement. C'est pour ça il sort. En plus, il y a Sam Simon sur le banc qui a une blessure. Donc, turnover parfait. Sympa le changement quand même. Turnover royal. Mais je suis d'accord que Tamboué, il t'apporte ce facteur X qui manquait peut-être la saison dernière sur l'aile. Et qu'il a, voilà, il lui suffit d'une occasion, un crochet, bim, il est bien placé. Il fait un très beau sauvetage aussi sur Crossdale en première mi-temps. Et tu sens que ces mecs amènent aussi un autre truc et ça t'amène de la confiance. Et derrière, tu as des Béconnier qui revit, qui a fait un très bon match. Mais oui, je suis d'accord que d'amener un peu quelques touches d'un regard nouveau et de choses qui manquaient peut-être à Montpellier aussi l'année dernière, quoi. Puis mine de rien, la symbolique, au-delà de gagner à l'extérieur, la symbolique même de la mêlée. Ah Rouler oui. sur quelqu'un en mêlée, ça t'amène une confiance immense. Et je pense qu'ils vont pouvoir travailler sur ça sur les semaines à venir et se dire bah, regardez ce qu'on est capable de faire. On a défoncé Perpignan en mêlée chez eux, même si c'était pas vraiment chez eux. Mais tu vois, c'est des choses qui, pour moi, vont compter dans la saison de Montpellier. Et, oui, Montpellier s'est bien réveillé. De la confiance, il y a une autre équipe qui en a aussi, qui est co-leader, je pense. Non, pas co-leader, si, co-leader avec Toulouse, je pense. Lyon, qui s'est imposé contre l'UBB, 28-26, avec une autre ovation, on le voit. Lyon Berdeux et sa bonne étoile. Léo Berdeux a mis la pénalité de la gagne contre l'UBB, 30 mètres en bord de touche. Il n'était pas tout seul dans ce tir au but, en tout cas c'est ce que lui a confié. Il a perdu un ami très proche avec qui il a joué notamment en espoir, Quentin Gobet, qui est décédé dans un accident de voiture, joueur de Niort, qui devait affronter Groyer. Léo Berdeux a déclaré au micro de Canal et après dans nos colonnes qu'il avait une étoile avec lui qui l'a accompagné dans ce tir au but. C'est une belle image. Déjà, c'est une très belle image de voir un buteur comme ça qui met une pénalité de la gagne. Lui-même le disait que ça lui arrivait pas souvent. C'est bien pour Lyon, cette victoire qui confirme un peu le début de saison réussi, même si ça a été dur contre Bordeaux, mais ils y sont arrivés. Qu'est-ce que cette équipe de Lyon vous inspire de ce début de saison ? Pour ajouter un peu de symbolique, je dirais aussi que la dernière pénalité de Berdeux, elle part vraiment un peu à gauche. T'as l'impression qu'il y a un petit coup de souffle qui la ramène au milieu. Est-ce que c'est pas voilà, le coup de souffle qu'évoquait Léo Berdeux. Oui, un Lyon a un peu de visage, c'est-à-dire quand même très puissant, extrêmement puissant. Donc là, ils sont deuxième puisque Toulouse a pris un bonus offensif la première journée, je crois, c'est ça ? Oui, c'est ça, ils ont 8 points contre Toulouse en a 9. Mais hyper puissant sur chaque impact, ça avance contre une équipe de Bordeaux qui avait fait tourner quand même en première période. Et vraiment impressionnant la différence physique entre les deux équipes en première période. Et même en début de la deuxième période, finalement, où Lyon a réussi à marquer. Mais quelle indiscipline de ouf, quoi. Ils sont à 13 en fin de première période. C'est pour ça qu'ils prennent 2 essais coup sur coup par Tapoy et Gazzotti. Ils sont tout simplement, ils se font peur tout seuls, quoi. Alors que Bordeaux se montrait pas tant dangereux. C'est par leur indiscipline que les Lyonnais ont donné des munitions aux Bordelais jusqu'à se faire peur vraiment et croire de perdre à 2 minutes de la fin avec cet essai de Penaud. Là aussi, il prend un trou alors que la défense de Lyon avait été plutôt solide tout le match. Mais bon, il y avait la bonne étoile, il y avait Léo Berdeux. Il y a aussi le talent de Berdeux, parce qu'il faut le dire, même si je dis que c'est de la symbolique, le coup de souffle, il y avait du vent. Et il savait qu'il fallait taper premier poteau pour que le ballon soit dévié et passe au milieu. Et chapeau à l'artiste, la première fois qu'il donnait la victoire à son équipe, il disait que c'était un rêve de gosse. Donc chapeau à lui. Il n'y a pas à dire, elle est trop dure à mettre. C'est ouf. Elle est magnifique. Et en plus, au début, quand tu le vois, tu te dis oh, elle part complètement à gauche, il se manque et. Ouais, parce que nous, on ne sait pas qu'il y a du vent, etc. On ne le voit pas à la télé, mais la frappe, elle est. Et d'ailleurs, on le voit à son geste. Il célèbre quasiment avant qu'elle rentre. Avant tout le monde, il sait qu'elle va passer. Exactement. Ouais. Il met les 2 doigts vers le ciel, etc. C'est une image vraiment très forte parce que le moment est tragique et il l'a dit d'ailleurs, ça a été très dur de se mettre dans le match le matin de la journée, quoi. Donc c'est une très très belle image. Concernant le Loup, Loïc, est-ce que c'est un début intéressant et on va se mouiller prometteur ? Déjà comptablement oui, mais surtout oui prometteur.
gagné à Montpellier où il maîtrise plutôt globalement le match. Là aussi, c'est vrai que c'est indiscipline pour coûter cher face à une équipe plus en place. Peut-être en Bordeaux déjà avec son 15 type, ça aurait pas été pareil, mais je suis d'accord. Nice en première mi-temps, il y a ce sentiment de vraiment domination physique des Lyonnais. Et s'ils continuent à être physiques devant, ils ont quand même une charnière que je trouve très intéressante avec Couillou qui marque dès qu'il joue. Ah, c'est ouf, il a 10 derniers matchs, 9 10 ou essais. 10 10 essais sur ces 10 derniers. Ouais, je crois que c'est 10, ouais. On se rend pas compte, c'est un délire. Et C'est n'importe quoi, c'est ouf. Hier, l'essai qu'il met, il est magnifique. Ah oui, il a déposé. Non, puis il a de la vitesse, mais surtout il a l'intention de le faire, quoi. Oui. C'est ça qui est énorme. Il a le flair. Ouais, c'est ça. Puis même, Lui, il pue la ligne, hein, c'est fou. mais il a l'air d'être dur à plaquer, tu sais, il a l'air solide sur les appuis. Ouais, un peu un genre de Colby. Dans le même. Mais ça, c'est la vitesse, je pense, qui te fait cette impression. Parce que j'ai l'impression je crois que c'est Lesgourg qui revient à la fin, mais il y a un joueur qui revient sur lui, j'ai l'impression que. Non, c'est Lesgourg. À la fin, dans l'embut, mais j'ai l'impression qu'il y a un joueur qui essaye de l'avoir et qui peut pas, qui Ah, déjà mais est c'est trop parce en qu'il est retard pas à et- 10. Ah, il le prend pas. Mais Lesgourg défend mal, mais en même temps, je pense qu'il est surpris par la défense, par la vitesse de Couillou. Il va vite. Et en plus, tu sais pas ce qu'il va faire. Il a quand même de très bons appuis, donc tu défends un peu toujours sur tes rotules et tu finis par être emporté. Oh, le mime est incroyable. Il a fini, on l'attendait plus. Il y a quand même l'écran, je n'ai pas trop envie de le casser, ça coûte des mois de salaire, ça derrière. Non, mais Couillou, c'est incroyable quand même. Mais en vrai, je suis en train de. Enfin, je voulais regarder tout à l'heure, mais il a combien d'essais en top 14 puisqu'il a fini meilleur marqueur quand même la saison dernière. Il est pas loin d'être. Je crois qu'il est meilleur marqueur en 2021. Non, mais au bout d'un moment, puisque lui est pas tant que ça en équipe de France, il va finir par péter des records. Ah oui. Enfin, il est quand même souvent appelé dans les groupes élargis, donc il se retrouve à manquer quelques journées. Il a 60. Oui, mais il joue les matchs, il est relâché. Oui, c'est Il vrai. a 61 essais en 136 matchs de top 14. Non, mais en vrai, il peut choper. Ça fait quasiment un essai tous les deux matchs. Il peut choper les 100. Il a quel âge 27? 27, ouais. Non, mais il peut choper les 100. Hein. Oh, les 100. Oui, T'as rendu compte s'il a 40. par match? Oui, mais au bout d'un moment, il va peut-être pas mettre 15 essais par oui, mais tu vois, Peut-être même. qu'il va mettre des doublés maintenant. Ouais. Non, mais c'est ouf. Franchement, s'il continue sur ces standards-là, au bout d'un moment, tu Non, mais vieillis, y a t'as qui- moins de vitesse, y a- mais il a quand même ce flair que, même avec un point de vitesse, tu l'as, il sait quand même bien jouer les coups proches de la ligne. C'est qui? C'est Vincent Clerc qui a plus de 100, c'est tout. Oui, c'est que clair, oui. Ouais. C'est cet essai avec Toulon dans Ah l'embut. oui, il va être. Il est déjà. Il a juste à marcher, je crois. Je non pense Oui, qu'il c'est va là, on lui fait la être. Il va être top 10 les deux dans le nez. Hein. Ouais, mais 61 un essai tous les deux matchs, les standards sont juste fous pour l'instant. Presque un essai. Je sais pas Après, tu vois, je te dis, l'avantage qu'il a par rapport à Damien Penaud et tout, c'est qu'il est souvent relâché, qu'il fait moins de Il n'est pas sélections toujours en équipe de relâché, j'ai des France. souvenirs, notamment le tournoi de 2022 quand tu vois le Grand Chelem, il est toujours en tant que. Tu prends toujours un 9 avec toi au cas où. Alors là, sur ce tournoi, c'était Gibert parce que Gibert Voilà, mais est commandeur là, de poste. si Galtier refait confiance à Lucu, il y aura Lucu, Le Garec. Oui. Le Garec, t'as Serein. En ce moment, est-ce que Couillou n'est pas au-dessus de Lucu Ah si, peut-être. Le débat Mais mérite d'être posé, t'as en Le tout cas. Garec, allez, je Serein. oublie son nom. Serein, Dupont surtout. Oui. Peut-être, ouais, faut peut-être pas l'oublier. Bon, Il peut compter dans le débat, c'est pas sûr, mais il peut compter. Bon, voilà pour nos ovations. Montpellier, Lyon, Berdeux et sa bonne étoile. On va distribuer aussi les mauvais points. On va passer tout de suite au jaune bunker. il est pas très âgé, le jeune bunker. D'accord. J'espère que sur le chat, ils vont pas te Je- manquer, j'espère. Notez cette blague, s'il vous plaît, sur le... Alors, on a une info de Maastricht92, qui vaut ce qu'il vaut. Alors, Gabs a dit Yanis out, déjà, pour elle. Ah voilà. Il nous dit il est à 8 essais du top 10. Donc, Ah, ce tu vois, sera à non, bah vérifier. oui, c'est fait avant la fin de saison. Ah, le top 10, oui, là, il y a des chances, du coup. Ah, S'il c'est incroyable continue quand sur même. ce- Hein. Comment il va vite. Ah oui, oui. Il va vite. C'est qui j'ai oublié le nom, pardon. Maastricht 90. Si Mastrid, t'as quelques noms à nous. Du top 10 Ouais, du top On 10 prend, à nous effectivement. balancer. On prend. Bon, pour l'instant, on reste sur le jaune bunker qui s'adresse au Stade français. Voilà, le Stade français qui s'est fait peur contre Vannes, puisqu'ils se sont imposés 34-31, avec un Vannes qui est remonté fort. Alors, c'est un jaune bunker, vraiment plutôt côté jaune que côté rouge, parce que bon, le Stade français s'est imposé tout de même. Mais le début de saison du Stade français, il est, comme j'aime à le dire, mi-figue, mi-raisin. Comme j'aime à le dire, tu te prends pour qui? Lourde défaite à Chaban. Ah, j'ai fait exploser Yanis. Non, mais lourde défaite à Chaban et victoire étriquée, du moins sur le score, contre
Ashraf a mis un plan sur il toi. cherche. Victoire étriquée contre Vannes qui est remonté. Le Stade français, Loïc est en train de rigoler aussi. Non, ça va, Le je suis Stade sérieux. français doit être vigilant. C'est quand même un prétendant très clair au top 6. Ils se font peur contre Vannes à la maison. Est-ce qu'on doit être inquiet pour cette équipe du Stade français, Yannick? Je laisse Loïc répondre parce que moi j'ai un contre-pied à faire. Ah ben fais ton contre-pied. Est-ce qu'on doit être inquiet pour ce Stade français là? Bon, inquiet, non, mais par contre, il va falloir se ressaisir en défense. Lester Etienne le disait hier après le match que on pouvait voir sur ces matchs du mieux en attaque, ce qui a peut-être fait défaut au Stade français l'an dernier. Par contre, l'an dernier, le Stade français, c'était défense imperméable, alors que cette année, c'est porte ouverte. Hein, c'est porte de saloon, on rentre comme on veut, on part comme on veut. Non, mais c'est vrai, là, contre Bordeaux, on a été déçus là-dedans. Bon, après Bordeaux, très belle équipe de Bordeaux à Chaban. Le Stade français ne sera sans doute pas les seuls à en prendre 40. Mais là, contre Vannes, ils se sabordent. Ils ont pris 70 points en 2 matchs quand même. Oui, c'est pour ça, contre Vannes, ils se sabordent. Ils ont le match à main. C'est vrai que Oui, là où oui. c'est surprenant, c'est que c'est le Stade français qui est censé être oui. une défense Imperméable. imperméable Oui. et puis en plus là ils se font marcher dessus en mêlée. Alors après, à mêlée, il leur manquait 2 mecs à droite. Ça les a pas aidés. Mais je suis d'accord que là, vu Nicolas, il s'en est donné un cardio là. Bah, bon, bien bien en Bako. plus là, donc compliqué Oui. pour. Oui. En fait, je veux dire, Face est-ce au- qu'on reconnaît pas trop le Stade français l'année dernière Ah quoi. oui, c'est sûr. Mais bah là, 14 pénalités hier concédées hier, alors que Vannes en concède que 6, par Ah exemple. ouais. Ils Oh. ont manqué. Est-ce que c'est pas Evan qui va Ah, se mais mordre elle est les doigts, incroyable cette finalement stat. Ah oui, après Vannes, 39 plaquages manqués, pareil que 28. Oh. Mais attends, niveau plaquage manqué, j'ai mieux après, mais on y Oui, viendra après. j'ai le match en tête. Ouais. Mais oui, c'est vrai que Paris, là, en défense, bah, c'est ce que disait Tiens, il faut vraiment se ressaisir parce que là, contre Vannes, une équipe encore un peu naïve, inexpérimentée, j'ai en souvenir cette fin de première mi-temps. Pendant longtemps, il tape, mais toujours il y a un petit truc, une passe en avant sur l'essai de Rayassi, il y a toujours un petit truc. Face à une autre équipe plus expérimentée et plus pragmatique, bah, ça passera pas à Paris, ça passera pas quoi pour Paris. Et faut pas commencer à laisser trop de points à domicile dans ce top 14 très rude. Ton contre-pied? Tu voulais un En contre-pied, puisque moi, mon jeune bunker, c'est pas le Stade français. Ah d'accord, Moi, on, mon jeune- on sort du Mon- conducteur. Ah, non, mais je reste sur le match. Ah d'accord. Mon jeune bunker, c'est Vannes. Parce que tu viens de le Ah. dire, 14 pénalités contre le Stade français, 6 contre Vannes. Vannes pas capable de gagner. Au bout d'un moment, c'est plus un coup de gueule qu'un jeune bunker Oui, presque. oui, je vois ce que tu veux dire. Mais Tu sais, l'expression Vannes, est libre ici. t'es champion de Pro E2. Alors oui, on va dire c'est le petit poussé. Et Dieu sait qu'en France, en plus, on les tendre avec les petits poussés. On dit on a envie qu'ils gagnent, on a envie qu'ils montent, machin. Paul disait la même Vannes, chose à l'émission dernière, si faudra vous- pas trop être tendre avec eux non plus. Si vous voulez prétendre au top 14, soyez une équipe top 14, soyez des tueurs, allez gagner ces matchs. On peut pas dire tout le temps ah mais Vannes c'est super puisque ils ont presque accroché le Stade Toulousain. Bon, le Stade Toulousain ils ont pris le bonus offensif quand même, mais bon ils ont pas sifflé les pénalités. Ils ont presque accroché au stade, ils ont presque été gagnés au Stade Français, mais ils prennent que le bonus défensif. Mais quand tu vois le match, Vannes peut s'en prendre qu'à lui-même, puisqu'en fait il rate plein de plaquages, et alors que dans plein de secteurs comme la conquête, ils arrivent à rivaliser. En fait, juste Vannes, on dirait qu'ils ont un complexe d'infériorité qu'ils n'arrivent pas à gommer pour pouvoir passer à l'étape supérieure, ce qui est de gagner des matchs. À un moment, il faut gagner des matchs, puisque sinon tu vas faire une saison à la Agen il y a 2 ans, 3 ans, tu vas exploser en vol, et puis après ce sera même plus intéressant, tu vas prendre des branlées, et voilà. Il faut juste se donner de la confiance, et là, tant que tu peux rivaliser, le faire. Comme le Dax l'a fait en Pro E2 l'année dernière, où tout le monde disait ah, Dax c'est trop tendre, c'est trop tendre. À un moment, Dax a dit on va arrêter d'être tendre, on va casser la gueule à tout le monde. Et ils ont cassé la gueule à tout le monde. Et Vannes en Pro E2, c'est leur fond de commerce. Il faut que ce soit le même en top 14. Bah, justement, je pense que cette deuxième mi-temps peut servir Très de. belle pastille, cela dit. Oui, bah, il aime ça, les pastilles. Hein. Le coup de gueule, là, il est très très propre. hein. Il aime ça, il est allé la chercher. Il a préparé tout à l'heure, déjà contre votre C'est complètement faux, Ah, totalement improvisé. il balance les coulisses. Totalement improvisé, c'est faux. Ton Allez, mais contre-pied. on s'en Ton fiche. contre-pied était Ah, le contre-pied, il oui. était oui. très Ah, mal. le contre-pied, Mais la tirade est belle. Oui, la tire des belles. Mais justement, cette deuxième mi-temps peut servir vraiment de déclic parce que sur la première, voilà, on les voit trop naïfs. La sautée de boulier dans ces 22 là, et tu te fais intercepter, ça en top 14, t'as pas le droit. Comme tu disais, beaucoup de plaquages manqués. Mais ils auraient pu craquer en disant bon, bah maintenant il y a je sais pas combien à 0. Roue libre et on se concentre pour le prochain match à la maison. Et là, quand même, ils ont eu le courage de revenir. Ils sont, je sais plus s'ils reprennent le score, s'ils repassent devant ou pas, mais Non. en tout cas, ils sont très proches. Et vraiment, ils se sont révoltés. Et on peut se dire que voilà, la révolte, ça passera par là. Ils sont mis à beaucoup plus jouer. On peut se dire que cette deuxième mi-temps peut déjà servir de référence parce qu'au final, niveau comptablement, tu perds contre Toulouse chez toi, tu ne seras pas la seule équipe. Tu ramènes un point du Stade français, là où tout le monde ne ramènera pas un point.
Donc tu peux te dire qu'en tableau pour l'instant il n'y a pas de danger. Après je suis d'accord que sur les prochains matchs il va commencer à falloir très vite prendre des points pour pas être comme Biarritz il y a 2 ans maintenant, 3 ans. Être vite loin et derrière ne rien espérer. Je sais pas si tu peux nous sortir le calendrier de Vannes là, sur les 2-3 prochains matchs. C'est pas honteux, hein, c'est le premier et le deuxième du dernier top 14 qu'ils ont affronté. Mais prochain match, voilà. Vannes reçoit Lyon et Vannes va à Toulon. Pas déjà, simple, quoi. Non, pas simple parce que Lyon est en confiance. Ben, au moins, si tu te commences à dire ah, mais t'as l'équipe en confiance et tout, Lyon, il faut gagner. Top 14, oui, voilà. Les équipes sont compliquées. À un moment, il faut taper. Des Lyon à domicile, il faut les taper. C'est ça. Si tu perds à Toulon, bon, c'est pas dramatique. Non, mais là, en soi, c'est pas dramatique de perdre leurs 2 premiers matchs contre Toulouse. Et Paris. Évidemment, à Paris. si tu prends du recul, c'est pas dramatique. Surtout qu'ils prennent un point. Bon, ils peuvent se dire, ça se trouve, un point, on aurait. Le point à Paris avant le début de la journée. Oui. Pas sûr qu'ils auraient. Vu la physionomie, encore le premier match, Toulouse est vraiment fort, machin. Et découvert du top 14, allez, le premier match, je leur laisse. Deuxième match, ils s'en rendent compte qu'à la fin, qu'ils sont au niveau, en fait. Ils s'en rendent compte qu'au moment où ils renversent la mêlée du Stade Français pour aller récupérer le ballon et marquer un essai alors qu'ils viennent d'avoir un essai refusé. Ils s'en rendent compte que là. Oui, mais ils s'en rendent compte à la deuxième journée aussi. On peut voir le côté positif et dire ils s'en rendent compte à la deuxième journée. La prochaine fois, troisième journée, rendez-vous compte à la première minute. Oui, quoi. mais contre Lyon, ce sera peut-être autre chose. Mais se rendre compte à Paris que tu peux gagner une équipe qui est demi-finaliste, bon, ça peut quand même te regonfler ton ego et te donner envie de travailler la semaine qui arrive. J'imagine aussi, pour aussi atténuer mon propos, qu'il y a eu beaucoup de changements dans cette équipe et donc du coup il y a beaucoup d'automatismes à trouver, notamment défensifs, sur la coordination des systèmes et tout. Donc laissons-leur un peu de temps, je vais leur laisser un peu de temps aussi, mais on en reparle dans quelques journées. À eux de confirmer dès face à Lyon cette belle deuxième mi-temps qu'on a vue de leur part. Voilà, le professeur Yanis distribuera donc les points pour les prochaines c'est carton jaune, c'est pas carton rouge, hein, c'est carton jaune, mais attention, tu sais là j'embrouille, je suis le coach qui embrouille au bord du terrain. Second trimestre. T'y retournes, tu gazes. Bon voilà pour le Stade Français. Et pour les cartons jaunes. On va poursuivre avec le 15 de la semaine du Midi Olympique que je vais vous dévoiler tout de suite. Le 15 de la semaine, décidé par les journalistes du Midi Olympique donc sur les différents terrains du top 14, je vous le dis rapidement. Nignashvili à l'arrière, Arundel, Ficou, Vincent, Luc, Miotti, Couillou, Macalou, Willis, Nouchi, Piquet, Brennan, Sinclair, Peyre-Blanc et Vunipola, donc le vanté dont on vient de vanter les mérites au Stade Français. Il y a beaucoup de mecs dont on a déjà évoqué, donc ce qui montre qu'on a plutôt regardé les matchs. Ouais, exactement, c'est un peu notre métier, donc ça se tient. On va juste s'arrêter sur 2 joueurs, ou plutôt sur un, Arundel en feu, pour parler un peu du match du Racing, victorieux face à Clermont. Est-ce que le Racing vous a fait bonne impression, notamment Arundel, qu'on trouvait discret, notamment la saison dernière, et encore discret, je suis peut-être un peu sympa. Est-ce que vous en attendez plus de ce joueur ou est-ce que vous pensez que c'était son niveau finalement la saison dernière? Allez-y, qui veut parler? Yanis. Non, pour évoquer Arundel précisément, je trouve qu'il est dans un collectif où c'est plutôt normalement simple pour les ailiers de s'intégrer puisque le Racing sait normalement trouver des systèmes où les ailiers sont très impliqués, que ce soit dans le cœur du jeu ou sur les ailes quoi, en bout de ligne. Il a démontré beaucoup de grosses capacités offensives encore une fois face à Clermont là avec son essai, où même si je pense qu'Anthony Bello doit mieux défendre, il fait parler sa vitesse, il est quand même très véloce et il sait créer des situations pour créer des déséquilibres et percer la défense tout simplement. Maintenant il y a un truc à améliorer, c'est son côté défensif. Ça a été son gros défaut la saison dernière et chose pour laquelle il n'est pas titulaire en fin de saison. Mais cette saison j'attends de voir alors là face à Clermont je crois qu'il n'a pas été trop impliqué sur le secteur défensif, de plaquage manqué. Enfin tu vois, ça reste 50% de plaquage, c'est pas ouf, même si pour les ailiers je connais des gens qui vous diront que les ailiers sont pas là forcément pour défendre, que s'ils mettent plus d'essais que ce qu'ils en font encaisser. Moi je pense qu'un ailier doit savoir défendre quand même surtout si ça se voit, surtout si tu prends des essais par ta faute, par ta défense. Oui, et si t'es impliqué individuellement. Même si, d'autres diront que là s'il fait prendre un essai, il en marque 2, il est positif, tu vois. Oui, mais là, en tout cas, il a marqué. Son match est à l'image du match du Racing.
Au départ, on se disait pas flamboyant, et puis au final, il a plutôt convaincu. Même Ficou, qui est dans le 15 de la semaine, a l'air de revenir plutôt en forme là en ce début de saison. Ce qui est dommage au Racing, c'est au final juste Créteil. Coup de gueule sur Créteil, donc visiblement. Bon, pas coup de gueule, mais je pense qu'on est tous d'accord pour dire que c'est un peu décevant pour le rugby professionnel, pour la première division, pour un top 14 aussi. Ils sont d'accord avec nous. Voilà, qui est censé être le meilleur championnat du monde, d'avoir des tribunes pareilles. Christophe Furieux, ça râlait, je crois d'ailleurs. Et il a dit que c'était une ambiance Covid. Vous imaginez Andy Farrell, tout content d'aller voir son fils jouer en France et tout. Il se dit ouais, Racing, l'Arena, on l'envoie à Louis Duvauchel, à Créteil, au fin fond d'Île-de-France. On peut peut-être dire de Créteil dans le chat que je ne vais pas froisser. Non, mais on critique pas le stade, on critique juste le fait qu'un match comme ça. Qu'il n'y ait pas d'ambiance. Oui, c'est triste à voir. C'était pas non plus un gros choc, mais c'est triste de voir ce match-là se dérouler dans l'indifférence la plus totale. Voilà. Bah écoutez, messieurs, je trouve qu'on a été très concis. On va tout de suite passer au MVP, la grande mêlée. Yanis me fait remarquer qu'on avait quand même posé une question dans le chat et qu'elle mérite d'être répondue, comme certains diraient. Le top 10 des meilleurs marqueurs, donc selon tout le cas, c'est Claire, Rougerie, Nalaga, Nagusa, Imhoff, Arias, Naek Alevu, Tuisova et donc Kouyou qui devrait pas être loin. Voilà, ça a répondu à ta question. Oui, bien sûr. Bah, tu vois, c'est très très 2010. Bah, typiquement, YCA, c'est très 2010. Ah, YCA est quand même meilleur marqueur en 2018. Ouais, mais tu l'aurais mis dans le top 10 comme ça là? Ah, j'aurais pas dit. Non, j'aurais mis dans le top 10. Mais non, mais je te dis, c'est très récent quand même. C'est très 2010 là. C'est vrai. Et la deuxième question, c'est est-ce que la blague de Yanis était nulle? J'espère. Là, on a clairement pris un Yanis out, donc je pense que voilà. La sortie, c'est là-bas. Je veux pas balancer, mais c'est. Ah non, je balance pas. MVP, la grande mêlée. Emeric Luc, René Apo, voilà, avec ce beau visuel, la grande mêlée. Bon, vous connaissez évidemment le jeu le plus téléchargé de la planète Terre, m'a-t-on dit. Mais visiblement, ils sont pas bons ce qu'on fait équipe avec toi parce qu'ils l'ont pas mis. Samedi matin. Non, et je suis pas bon non plus parce que je l'ai pas mis, donc. Il rapportait 89 points sur la grande mêlée. Ah oui, c'est vrai qu'il était sur le live. J'ai fait le live, j'avais mis Etienne et. Je sais plus qui c'est que j'ai mis. J'ai mis Etienne et un autre ailier. Dans le chat, je sais qu'il y en a qui étaient là. Rappelez-moi qui c'est que j'ai mis si vous vous en souvenez. Voilà, il se prend pour qui. Mais non, mais parce que je me rappelle plus. J'ai mis Etienne. Je crois. Si, j'ai mis Etienne et Atisogbe. Ça y est. Etienne et Atisogbe. Atisogbe n'a pas été mauvais pourtant. Ouais, il a fait des points. Oui, je crois qu'il fait quelques points. Mais en tout cas, le MVP, la grande mêlée, c'est Emeric Luc. 89 points, 2 essais, 4 franchissements, 15 défenseurs battus, 18 courses. Côté défensif, c'est moins flamboyant, 0 plaquage réussi et 6 ratés. Mais il rapporte quand même 89 points. Plus globalement, la performance d'Emeric Luc avec la section redonne envie de voir jouer l'ancien Toulonnais qui était plutôt au placard, même si c'est... il le dit lui-même. Ouais, il était au placard à Toulon. Il a surtout dit après le match qu'il s'était éclaté. C'est bien là l'essentiel. Est-ce que ce retour d'Emeric Luc vous fait plaisir, vous inspire quelque chose de positif? Notamment toi qui as énormément suivi la section. Évidemment, puisque Emeric Luc, c'est quand même 2 saisons de suite, où je crois la saison dernière, enfin la saison d'avant en tout cas, meilleur du championnat en termes de défenseurs battus. C'est un mec qui a quand même des appuis de feu, qui est connu depuis sa première année en top 14 avec Bayonne, où malgré la descente, il s'est fait un nom. Il a pu partir à Toulon. Surprenant que Toulon l'ait lâché, surtout... ça a été une mauvaise nouvelle ensuite avec Melvin Jaminet, il aurait été titulaire avec Toulon tout simplement. Donc j'ai pas trop compris le choix de Toulon de le laisser partir. Et en tout cas de plus le faire jouer, même s'il y avait la politique Jaminet. Il est parti avant de savoir que Jaminet. Oui, bien sûr. Mais il y avait la politique Jaminet qui a fait que c'était 100% Jaminet et 0% Luc et pas 65% Jaminet et 35% Luc, quoi. Enfin bon, je trouvais ça assez dommage, surtout que Luc montre qu'il peut très bien jouer à l'aile, puisque là, avec la concurrence de Maddox et Atisogbe, il va sûrement beaucoup jouer à l'aile à la section. Et en effet, impliqué sur 5 essais là, à Pau. Le premier, c'est celui de Piquet où il trouve un 50-22 de ouf. Et après, c'est une participation directe avec 2 passes décisives et 2 essais. Il donne le bonus à Pau à la fin du match. Tu te rends compte, il n'a pas joué depuis 6 mois, je crois, en top 14. Et revenir sur ça, c'est incroyable. C'est incroyable. Et c'est à se demander, en 6 mois,
Où était ce mec, quoi? Mais on se rappelle à Toulon, enfin moi en tout cas j'ai souvenir à Toulon, genre je sais pas, enfin pas la saison dernière, je sais pas si c'est celle d'avant ou celle d'encore Sa avant. première à Toulon, Il non? fait une saison monstrueuse, Ouais, il est trop fort. À l'arrière il est imbougeable, il fait des matchs de fou, et puis ça s'est éteint petit à petit, petit à petit. La saison d'après il a joué mais un peu moins, et après, plus du tout. Ouais, Je crois qu'il a joué, il a joué 9 matchs à Toulon la saison d'avant. Spirale négative, à l'image de son dernier match avec Toulon, qui est face à l'UBB, où il avait vraiment pas fait un bon match. Mais Ouais. c'est là que tu vois les trajectoires de carrière sont complètement folles, quoi. Tu veux rajouter quelque chose sur Aymeric Luc? Ça me fait rire, plus tard, je l'imagine, vu qu'il a battu 15 défenseurs, battre chaque baïonné. Ah, mais c'est fou, hein. Non, mais en plus, de l'intelligence, quoi. Alors, pour ceux Et qui puis- se rendent pas compte, 15 défenseurs battus, c'est monumental. Ah, ouais, non, mais Ah je, oui, je sais c'est même juste pas si mon- j'ai déjà vu ça, parce que j'ai vu Tussova à 13, mais à 15. C'est monumental. Le Ah, triangle d'attaque de la section Luc, Atisogbe, Maddox, il n'y a pas beaucoup mieux en top 14. Ah, c'est vrai. Ah, c'est pas mal. Même si Adsogbe et Luc, au final, c'est à peu près le même profil, et les trois peuvent jouer arrière. C'est vrai que t'as Et du jeu au pied. Ça doit jouer t'as aussi du jeu dans, au pied. le, Oui, dans et- la circulation du triangle et c'est- arrière. C'est ça que je voulais rajouter, c'est que en plus sur les 15 défenseurs battus de Luc, t'as tout le temps des séquences différentes, quoi. T'as des moments où il rentre dans le cœur du jeu, il est servi intérieur par Dobagna, il va franchir. T'as des moments où il est juste en bowling, il va courir. T'as des moments où il fait des jeux au pied de recentrage. Enfin, il fait des trucs, il fait plein de choses sur un terrain. Et globalement, la section, bon, c'était un match très Super Rugby de toute façon contre Bayonne, où il y a eu tout et n'importe quoi. Même si bon, il y a aussi des très belles actions construites. Et la façon dont les arrières de la section jouent est assez enthousiasmante. On passe aux oreilles du middle, ça vous dérange pas? Là, alors on a juste dit dans le chat Ramos, Malia, Lebel. Bon, après chacun va dire son triangle arrière, mais Ramos, Malia, Lebel, c'est vrai que c'est quand même pas mal Bon, aussi. bah, après, t'as du Buros, Oui. Penaud, Bielbiarré. Bielbiarré. C'est pas dégueu. Bon, mais tout de suite, les oreilles du middle. Alors, il n'y a qu'une oreille, visiblement, puisque, voilà, sur le visuel. On va vous dévoiler une petite info qui sort dans l'édition numérique, voilà, que vous pouvez déjà retrouver en kiosque numérique sur le site ou sur l'appli Middle, le journal. Arata va décider de son prochain club cette semaine. Donc, selon nos informations, 2 clubs sont en pole position, dont un des deux encore plus avancé que l'autre. L'Île-de-France, donc le Racing 92 et le Stade français. Le Stade français tiendrait, selon nos informations, la corde pour l'instant, mais tout peut changer évidemment. Messieurs, on va faire un mini débat. Alors peut-être que vous allez être d'accord, on n'en a pas discuté. Pour vous, quel est le meilleur club pour Santi Arata, le numéro 9 castré? Est-ce que ce serait le Racing 92 qui va perdre Nolan Le Garec, mais qui piste aussi Léo Carbonneau? Ou est-ce que c'est le 9 du Stade français qui devrait endosser avec Weber et Gembert pour l'instant dans l'effectif? Loïc, pour commencer. C'est dur, franchement. Je le C'est vois. le but. Santi Arata, c'est un joueur que j'aime beaucoup, que je vois bien dans les deux clubs. Il y a le profil aussi qui compte dans l'effectif, dans le style de jeu. Mais je vais me mouiller, parce qu'on n'est pas là pour faire de langue de bois. On est là pour se mouiller, Je effectivement. vais dire le Stade français, un hommage à ton tirtrose. Ah d'accord, c'est c'est tout, il y a pas d'argument. C'est vrai que le Stade français, dans le style de jeu, notamment ce qu'il a connu en France avec Castres, avec une équipe vraiment forte devant, qui a l'habitude d'être conquérante. Stade français, ça correspond plus à ça. Enfin, en tout cas, ce qu'on a eu la saison dernière, parce qu'on a vu contre Vannes, avec un pack dominant, où les Armands aiment bien garder la balle avant d'écarter, où lui-même peut des fois porter la balle derrière les Armands. Je pense qu'il se retrouverait plus là-dedans au Stade français qu'au Racing, où des fois, il faut surjouer, envoyer à gauche, à droite, pas de pluie, un toit. Je le verrais bien là-dedans, surtout que Paris, on a beaucoup vanté les avants la saison dernière, mais il y a quand même un très gros potentiel de 3/4 avec du Joe Jonas qui fait des très bons débuts en top 14. Il y a un Costa Storti sur la touche, il y a un Léo Barré, donc il y a vraiment un très bon potentiel. Et il a joué avec Costa Storti à Uruguay Arata, Ah ouais? Peñarol en 2020. Et donc Ouais. ils s'entendent très bien. Il fallait forcément qu'il place Ouais. un Viterrois. C'était... C'est ouf. Ah, c'est un fait. Ça m'étonne d'ailleurs que tout à l'heure qu'on a parlé de Montpellier et pas parlé de Béziers. Il l'a dit à la rédac, ça fait plaisir de voir le stade en plein jour. Bah oui, parce que Béziers joue tout le temps le soir. Eh Donc oui. ça, depuis l'époque du dimanche 14h, j'avais pas vu ce stade en plein jour. T'avais l'air d'être d'accord avec lui sur le Stade français? Ouais, bon, dans tous les cas, les deux clubs ont besoin de lui.
C'est clair et net. Aujourd'hui, avec le départ de Le Garrigue du Racing et les difficultés qu'a le Stade Français avec ses demi-mêlées cette année, je pense que les deux clubs ont besoin d'un demi-mêlée avec un haut standard. Et je pense qu'Arata est un demi-mêlée avec un haut standard. La preuve, quand il y avait eu des discussions, qu'il y avait soi-disant des discussions avec Toulouse, les supporters castrés étaient affolés et tout le monde se disait c'est une méga idée pour Toulouse parce que c'est juste un super joueur. Après, en effet, dans le style de jeu, je le vois plus avec le mec du Stade Français, tout simplement puisque ça colle plus au principe de jeu de l'équipe, en tout cas de ce qu'on a vu l'année dernière. Peut-être que c'est un peu trop tôt pour juger cette saison. De ce qu'on a vu l'année dernière, avec une équipe très forte devant, il est capable de se muer en 9e avant, tout en gardant une certaine vitesse et vélocité derrière. Donc ouais, je le vois plutôt plus au Stade Français. Mais ce qui m'inquiète dans ce débat, c'est il y en a un qui va l'avoir peut-être, et un autre, mais qu'est-ce qu'ils vont faire que va faire l'autre club qui va pas l'avoir? Que va faire Castres déjà à la base? Que va faire Castres? Après, au niveau du marché des neufs, ça va être un bordel. Après, c'est pas du tout le même standing, mais Fernandez fait un très bon match ce week-end à Toulon. Oui, bien sûr. Mais et il est blessé d'ailleurs en ce moment, Arata. Oui, je crois. Je crois, je sais pas. En tout Bon, cas, il était pas là. Oui, s'il joue pas. S'il joue pas 2 journées à Castres, c'est qu'il est blessé. Tu disais quoi va faire l'autre club? Le Racing typiquement est sur Carbonneau. C'est quand même pas une piste alors, je suis désolé, pour moi, Carbonneau est un bon joueur, mais qui pour une équipe qui vise le titre en top 14 et pour l'instant un remplaçant en top 14. Ou alors titulaire dans une équipe de maintien de Pro E2. Et je préfère 100 fois donner une chance, maintien de top 14, je préfère donner 100 fois une chance donner mon maillot à Arata qu'à Carbonneau pour l'instant. Je précise pour l'instant. Oui, je suis d'accord. Carbonneau, c'est un très jeune joueur qui a un potentiel assez élevé. Mais de là à lui donner directement les clés du camion, c'est peut-être pas lui rendre service. Parce que c'est-à-dire s'il fait quelques mauvais matchs, de suite, là, il va avoir la pression sur lui, il pourra pas tourner. N'importe quoi, Arata est rentré hier en plus. Il a raison, il est rentré à la place de Jérémy Fernandez. Mais du coup, oui, je pense qu'il faut qu'il soit dans un rôle de numéro 2 ou du numéro 1 bis dans un premier temps Carbonneau, donc c'est pour ça que oui, je le vois pas de suite avoir les clés du Racing. Si un des deux clubs arrive à faire Arata plus Carbonneau, par contre, c'est super. On l'a vu avec le Garrigue. Après, le Stade Français n'est pas sur Carbonneau, c'est que le Racing. Là, ils ont Brad Weber quand même. Ils ont Brad Weber, mais il est en fin de contrat, Brad Weber ou pas? Je sais pas du tout. Par contre, moi, je vous rejoins à moitié quand même sur Carbonneau, parce que alors moi déjà, je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, c'est un neuf que j'adore et je trouve qu'il joue quand même dans un effectif et notamment un pack très très expérimenté. Il y a des Cador, il y a des Lowe's, des Moriarty et machin, etc. Il arrive à cadrer tout ça. L'année dernière, c'était déjà le cas. Attention, il est chez lui, il est en Pro E2. Il est chez lui. Pourquoi il est chez lui? Il est formé à Pau. Je veux dire, Brive, il connaît Brive depuis qu'il est en professionnel, il connaît que Brive. Oui, d'accord. Mais moi, je trouve qu'il a la personnalité pour assumer. Alors peut-être qu'au départ, évidemment, ça sera pas, il va pas traverser le terrain, etc. Question, manager son pack, je pense qu'il a aucun problème à manager le pack du Racing. Niveau jeu pur en individuel, je pense qu'il a les capacités pour passer le cap. Je trouve qu'il est encore en dessous d'Arata. Ah oui, non mais ça je suis d'accord. Mais même en dessous de ce que doit avoir le Racing pour viser le titre. Ou un peu, le Racing ou tout autre prétendant au titre. Pour moi, Arata, Carbonneau, pour un prétendant au titre, aujourd'hui, doit être numéro 2, pas plus. Ouais, je suis pas forcément d'accord. Tu le fous alors, pour l'instant, après je dis, Carbonneau, il est encore jeune, il est champion du monde du vin l'année dernière. Léo Colli sur le marché, ouais, ça parle de Léo Colli dans le Léo Colli, ouais. Léo Colli serait une bonne idée aussi. Ouais, après Léo Colli, j'attends toujours qu'il décolle après Mont-de-Marsan. Qu'il décolle, parce que là encore hier, il fait un match, il y a beaucoup d'intentions, mais des fois trop, et ce qui fait qu'il fait des bêtises évitables. Et c'est vrai que Léo Colli, quand on voit sa saison à Mont-de-Marsan Pro D2, on se rend compte qu'il fait des bons premiers mois derrière avec Montpellier et qu'il a jamais tant confirmé que ça. Après, dans son contexte, pas facile, attention à Montpellier. Ah oui, c'est pas cadeau. Mais ouais, voilà, encore hier, c'est le match qu'il fait. Je crois que sa note, c'est 5. Ça peut l'aider d'ailleurs, ce contexte. Puisque là, je trouve qu'il a vachement grandi quand même. Enfin, tu vois, il a pris en maturité de ouf, que ce soit dans son jeu, même dans ses prises de parole, de position. Alors, oui. C'était déjà un mec mature, mais bon client face à la presse. Par rapport à Marsan, c'est un autre joueur. Ouais, mais tu vois, hier encore, je trouve Marsan, c'était vraiment que du talent, quoi. Alors que là, c'est plus un mec réfléchi, je trouve. Il a beaucoup plus de bagages derrière lui.
va avoir. Après, ça, je sais pas si les joueurs peut-être confirmeront, peut-être qu'on lui posera la question s'il est invité sur Kick-Off Rugby, mais. Très bonne idée d'inviter. Voilà, bah oui, mais sur une saison comme ça, l'année dernière, je pense que tu as un joueur de son age, tu prends 10 ans d'expérience. Ah oui. Voilà. C'est vrai. Bien écoutez, on va terminer avec la dernière rubrique, puisque c'est le seul match dont on n'a pas encore parlé. On va aller Toulon-Castres avec les yeux bleus et parler de Gabin Villiers. Magnifique Marseillaise dans le jingle pour parler des yeux bleus. T'as les yeux bleus toi, Tristan? Les yeux bleus, non, j'ai pas les yeux bleus moi. Moi j'ai les yeux bleus. Toi t'as les yeux bleus. C'est vraiment ça le débat là? Non, mais d'ailleurs, en parlant de yeux bleus, juste petite parenthèse, les Français ont eu la Légion d'honneur. Exactement. Je sais pas ce que vous en pensez dans le chat. Est-ce qu'on donne la Légion d'honneur trop facilement? Alors, Antoine Dupont disait que ça, c'est vraiment ça le débat là aussi. Non, mais Antoine débat Dupont, parallèle. C'était le cas de tous les médailles olympiques. Oui, c'est bien pas sûr, exceptionnel au rugby à 7 ou même à cette année quoi. Donc pour toi, Yannis, ça donne trop facilement, non? Oui, complètement. Ah ouais? Oui. Pourquoi? Bah, ça a été une médaille d'or. Ah, donc tous les mecs ont une médaille d'or. C'est-à-dire tu vas au marché le samedi matin, on te file une médaille d'or. Non. C'est 4 années de travail. Ouais, d'accord, t'as une médaille d'or. Mais Légion d'honneur, pour moi, ça va être vraiment un truc de ouf dans. Alors je veux pas m'avancer, mais je crois que Minimati a la Légion d'honneur. Voilà, bah, tu vois, typiquement. D'accord, mais elle est pas médaillée d'or, Minimati. Oui, mais justement. D'accord. Non. Mais bref. Ah, tu vois? Alors, on peut faire une belle Minimati l'a eu, alors pourquoi pas Antoine Dupont? On a tous la même référence. D'accord. Mais ça n'empêche pas qu'on la donne trop facilement. Mais pourquoi? Enfin, je veux dire, les mecs qui sont entraînés 4 ans, peut-être pas pour Dupont, etc. Mais les mecs qui sont entraînés 4 ans. Légion d'honneur, tu te rends compte ce que c'est? Légion d'honneur, pour moi, ça doit être un mec qui sauve des types, un mec qui a une importance énorme dans la société. Bah, c'est une importance énorme de faire rayonner la France dans le monde entier. Bah alors tu la donnes pas à tous, hein, excuse-moi. Vas-y, dis tous les médaillés. Tous les médaillés où je vais t'amener où? Dis des noms. Tous les médaillés ou tous les médaillés d'or ont été. Non, tous les médailles d'or. Je crois que tous les médailles d'or. Oui, c'est les champions olympiques, je crois. J'adore parce que. T'es pas d'accord avec moi? Non, mais moi, ce que j'adore, c'est que je sentais que chez Yannis, il y avait un potentiel de celui qui était à cœur. J'ai mis une pièce et c'est parti. Donc j'adore. Mais voilà, je suis d'accord avec Tendal. Une médaille d'or au JO, c'est facile quoi. Mais c'est pas ça que je dis. Non, c'est pas facile. Tout le monde n'est pas médaillé d'or. Non, c'est pas facile. Maintenant, est-ce qu'une médaille d'or au JO vaut la Légion d'honneur? Pour moi, non. La Légion d'honneur, ça va être un truc de ouf, genre qu'il y a une personne qui l'a tous les 5 ans, quoi. Alors que là, on la donne tous les ans à Mimi Mati et à Varian Pasquet. Et Antoine Dupont, tu vois. Bon d'accord, très bien. Bon, j'ai craqué. Il avait envie de faire, s'il gagne une Coupe du Monde, pourquoi pas la Légion? Moi toujours plus, on va pas la donner. S'il a gagné le trophée Armand Vacrin, on va lui donner la médaille d'or. Non mais arrêtons. Par contre, on peut aussi parler d'un mec qui était au 7, Gabin Villiers, en mode bleu. Revenons au sérieux parce que bon, la parenthèse était méga longue. Mais il a tout à fait raison. Le débat bref de comptoir, exactement. Oui, pardon. Mais on a le droit de faire des débats bref de comptoir. Oui. C'est intéressant. Enfin, c'était un petit débat, pardon. Voilà, on peut faire un débat parallèle. Gabin Villiers en mode bleu, en tout cas contre Castres, qui joue en bleu d'ailleurs, il a retrouvé ses jambes, notamment sur un essai où il dépose Jack Goudiou et va marquer. Des grattages aussi. Est-ce qu'un match sans grattage de la part de Gabin Villiers, c'est un match avec Gabin Villiers? Je ne suis pas sûr. Est-ce que pour vous, messieurs, il peut retrouver, alors on va s'avancer, on va se mouiller aussi, il peut retrouver une place de titulaire en équipe de France? Titulaire, non. Je pense pas. Retrouver le groupe, oui. En tout cas, on rappelle qu'il a fait 2 matchs à la Coupe du Monde. Titulaire, non, pas dans l'immédiat. Notamment le match d'ouverture. Dans le groupe, oui, je pense, oui. Surtout, là, ce qui m'a fait plaisir sur le match face à Castres, c'est qu'au-delà du gratteur, comme tu dis, au-delà du Gabin Villiers 3e ligne, quoi, le mec qui va, son profil, qui va plaquer, qui va gratter et tout, on a retrouvé le Gabin Villiers sprinter, on a retrouvé le Gabin Villiers qui visait les intervalles, qui accélérait et qui allait marquer un essai, un superbe essai. Enfin, je veux dire, c'est aussi ça qu'on attendait de Gabin Villiers, ou qu'on avait de Gabin Villiers avant. J'ai en tête son essai, je crois que c'est le premier essai qu'il marque en équipe de France contre l'Italie, où il court à 200 000 à l'heure. C'est ça qui nous avait choqué chez Gabin Villiers. Au-delà de son aspect 3e ligne, qui est un plus pour lui. Ça doit être un plus, ça doit pas être ce qui le caractérise pour moi. Et donc, s'il garde ça, s'il arrive à retrouver ça, il retrouvera le groupe. Pas de titulaire pour moi pour l'instant.
Loïc? Je suis d'accord avec mon collègue. Pour l'instant, déjà, il faut que ça dure. Mais effectivement, si ça continue, on peut se dire qu'il peut retrouver le groupe ou faire des tournées, je sais pas où, enfin des tournées si ça continue. S'il y en a d'autres. Mais en tout cas, oui, je le vois bien pour ce genre de match. Mais c'est vrai que là, pour l'instant, pour viser par exemple la tournée de novembre ou le 6 Nations, il y a d'autres joueurs qui ont vraiment pris trop d'avance sur lui, comme Biel Biarré a pu le faire en profit. Un Penaud et un Boujable. Oui, Penaud, il n'y a même pas débat. Après, blessure de Biel Biarré, moi, ça me choque pas de voir Villiers. Hein. Oui, surtout qu'il connaît bien le groupe. Fabien Galtier le connaît. Et, Dans le chat, on évoque Lebel devant lui. Vincent Lekende dit Lebel, LBB au-dessus. Oui, peut-être, mais là, je veux dire, s'il n'y a pas, imaginons Biel Biarré, parce que pour moi Biel Biarré est devant, mais imaginons on enlève Biel Biarré de l'équation, entre Lebel et Villiers, pour moi il y a match. Enfin, ça me choque pas que ce soit l'un, ça me choque pas que ce soit l'autre. Hein. D'accord, mais il y a aussi le côté vécu qui est cher à Fabien Galtier. Lebel il a du vécu quand même, hein. Il en a fait des groupes. Hein. Ouais, mais Villiers il a joué à la Coupe du Monde. Oui, évidemment, oui. C'est pour ça que moi je te dis, pour moi face à Lebel, Villiers il y a match. Pour moi Villiers a un peu d'avance. Enfin, je préférais Lebel. Pour parler globalement de Toulon, plutôt plus largement contre Castres, ils se sont fait très peur. Ils ont failli même ne pas gagner à Mayol. C'est Enzo Hervé qui les sauve avec une transformation encore une fois incroyable. C'était décidément le week-end des buteurs à la dernière seconde. Est-ce que Toulon, est-ce que vous êtes satisfait du match qu'a rendu Toulon? Je suppose que non. Et par contre, est-ce que vous êtes satisfait du match qu'a fait Castres? Toi qui a travaillé sur le match, peut-être tu peux nous. Moi j'ai trouvé Toulon trop peu efficace. J'ai trouvé Toulon un peu brouillon. Mais il y a forcément des gros points de satisfaction. Pierre Mignoni en parlait à la fin, notamment Ludlam, qui a été gigantesque. Toujours dans l'avancée, toujours capable de mettre Toulon sur les bons rails, notamment laissé à la fin, c'est lui qui fait une énorme percée, une percussion, etc. Il y a des satisfactions. Après, voilà, il n'y avait pas Olivon, Coulon fait son match. Nganuku, pour moi, fait un super match. Villiers aussi fait son match. Mais en fait, Toulon a manqué de lien, de structure pour réussir à mettre en place un rythme et mettre Castres sur le reculoir. Castres s'en est nourri. Et voilà, festival des pénalités ce match. Typiquement, ça a été ça. Castres fait 19 pénalités. Castres peut se mordre les doigts, vraiment. 19 pénalités. Et ils perdent sur un tir au but à la sirène. Vraiment, c'est très très dur pour Castres qui pouvait espérer venir faire quelque chose à Mayol, qui n'est pas forcément un terrain facile à prendre. Mais en tout cas, Toulon a quelques satisfactions, mais doit vraiment bosser sur la structure de jeu, sur le plan tactique, parce que plusieurs situations me viennent en tête où on lance une attaque en première main, derrière on ne sait pas trop ce qu'on fait, on touche l'aile, on remet, des passes de Globetrotter, etc., de Harlem Globetrotter, etc. Et au final, perte de balle, pénalité, touche, dans tes 22 mètres, tu es en galère, tu dois tout remonter, etc. Donc franchement, Toulon a un groupe qui est clairement fait pour intégrer le top 6 voire plus, mais doit être beaucoup plus structuré. Ouais, globalement c'est complet quand même. J'ai parlé beaucoup trop. Non, puis je suis assez d'accord, et puis je rajouterais de l'énervement aussi parfois quand les choses marchent pas. Toulon se précipite. Pas l'énervement forcément engueulé, mais de l'agacement sur les gestes, de la précipitation, jeu, et qui fait que Toulon n'arrive pas à enchaîner et fait des erreurs, et notamment des péchés d'individualité qui sont flagrants. Après Castres, là, franchement, moi, perdre ce match-là, ça fait mal. Hein. Ouais. Et puis là, tu peux t'en vouloir aussi sur les dernières actions, c'est pas forcément, à part la transformation qui est en coin, qui est difficile à passer en plus pour Enzo Hervé. Mais Huleux, il doit plaquer Tukovu. Alors, il y avait un avantage, je crois. Et là, tu dois pas le laisser passer. Enfin, je veux dire, t'es Castres, t'as le match en main. Vincent Franco l'a mis sur ses notes. Les remplaçants de Castres, ça fait mal, quoi. Et à l'inverse, les remplaçants de titulaires, Tukovu, Marc et Enzo Hervé transforment. Les titulaires, elle fait le taf, quoi. Banc gagnant pour le RCT. Ok, le CA Brive. Non, mais ça fait. Ouais, c'est ça, c'est exactement ça. Oui, c'est vrai.
Bon, mais messieurs, je pense qu'on a été complet. On a fait le tour de la planète top 14. Merci à tous de nous avoir suivis dans le chat pour vos interactions, etc. La semaine prochaine, on se retrouve évidemment, mais d'ici là, il y a Kick-Off. Vous savez, le rendez-vous du jeudi 18h en live sur Twitch, ici même, sur ce plateau, avec Théophile, notamment en tant que présentateur. Ne manquez pas. Il y a un nounours. Évidemment, il y a juste le nounours qui est... Je montre Loïc, mais c'est pas lui. Hein. Ah, il ressemble, pourtant il est bien vert. Exactement. C'est vrai. Donc voilà. Je suis déjà en mode kick-off rugby. Allez, c'est bon, on peut changer. Ashraf, on lance kick-off. Allez, c'est parti. Kick-Off Rugby, donc jeudi à 18h, ne manquez pas ce rendez-vous. Et on se retrouve samedi pour le live La Grande Mêlée. Pour discuter, évidemment, faire notre équipe, etc. Un peu plus détendu que là. Et évidemment, dimanche, on rebelote avec la 3e mi-temps. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci à vous, messieurs. Merci. Et à la semaine prochaine. Ciao.